Dans le comté de Greene, Alabama, en 1843, deux sœurs jumelles ont partagé le même homme pendant 3 ans, et toutes deux sont tombées enceintes la même année. Mais cet homme n'était pas leur mari, il était leur propriété. Et ce qui s'est passé ensuite a été enterré si profondément dans les archives familiales que même les descendants ont préféré oublier. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire mérite d'être entendue et votre soutien nous permet de continuer à explorer ces mystères sombres du passé. Le comté de Greene s'étendait comme une mer de coton sous le soleil impitoyable de l'Alabama. En cette année 1843, la région prospérait grâce à l'exploitation intensive des plantations. Les grandes propriétés familiales régnaient sur des milliers d'hectares, et avec elles, sur des centaines d'âmes réduites en esclavage. C'était un monde d'apparence rigide, où l'honneur familial valait plus que la vérité, où le silence était une monnaie d'échange, et où certains secrets étaient gardés avec plus de soin que l'or lui-même. La famille Caldwell appartenait à cette aristocratie terrienne du Sud profond. Leur domaine, Sweetwater Hall, s'élevait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires dont les branches formaient une voûte ombragée. La demeure elle-même était imposante, construite en briques rouges importées de Géorgie avec des colonnes blanches massives qui soutenaient un balcon au 2e étage. Derrière la maison principale s'étendaient les champs de coton à perte de vue. Et plus loin encore, dissimulés par un rideau de magnolias, se trouvaient les cabanes des esclaves. La plantation Sweetwater comptait 123 personnes, asservies en 1843. Chacune était consignée dans un registre méticuleux conservé dans le bureau du maître de maison. Nom, âge, compétences, valeur marchande, tout y était inscrit avec une précision comptable qui aujourd'hui glace le sang. Mais ce registre, comme tant d'autres documents de cette époque, contenait des lacunes étranges, des pages arrachées, des entrées raturées avec une telle violence que le papier en était déchiré. Le patriarche de la famille, Nathaniel Caldwell, était mort en 1839 lors d'une épidémie de fièvre jaune qui avait ravagé la région. Il laissait derrière lui une veuve éplorée, Martha, et 3 enfants. 2 filles jumelles, Abigail et Constance, alors âgées de 17 ans, et un fils cadet, Thomas, qui n'avait que 12 ans. La gestion du domaine était revenue à Martha, une femme austère, au visage creusé par les années et la chaleur. Mais c'étaient les jumelles qui avaient hérité de la véritable autorité sur la plantation. Abigail et Constance Caldwell étaient des beautés remarquables, même selon les standards exigeants de la société sudiste. Elles possédaient cette ressemblance troublante propre aux vrais jumeaux, avec leurs cheveux auburn ondulés, leurs yeux gris-vert qui changeaient de teinte selon la lumière, et cette pâleur aristocratique soigneusement préservée à l'ombre des ombrelles. Mais ceux qui les connaissaient bien savaient les distinguer. Abigail portait toujours un camée en ivoire autour du cou, héritage de sa grand-mère paternelle. Constance, elle, avait une petite cicatrice au-dessus de la lèvre supérieure, souvenir d'une chute d'enfance. Malgré leur ressemblance physique, leur personnalité divergeait considérablement. Abigail était la plus impétueuse, la plus directe dans ses désirs et ses exigences. Elle montait à cheval sans selle quand personne ne la regardait, lisait des romans interdits qu'elle cachait sous son matelas et n'hésitait pas à défier ouvertement sa mère lors des dîners familiaux. Constance, en revanche, cultivait une façade de douceur et de soumission. Elle jouait du piano avec application, brodait des nappes pour son trousseau et souriait poliment aux prétendants que sa mère invitait. Mais sous cette surface lisse se cachait quelque chose de plus sombre, une intensité dans le regard qui mettait mal à l'aise ceux qui la fixaient trop longtemps. Les jumelles partageaient tout depuis l'enfance, leurs robes, leurs bijoux, leurs secrets. Elles dormaient dans des lits jumeaux, placés de part et d'autre d'une fenêtre qui donnait sur les jardins. La nuit, elles chuchotaient dans l'obscurité, échangeant des confidences que personne d'autre ne devait entendre. Cette intimité fusionnelle,
inquiétait leur mère, qui y voyait quelque chose de malsain. Une dépendance qui empêcherait ses filles de trouver des maris convenables. Car c'était là le grand problème de Martha Caldwell. À 21 ans, en 1843, ses filles n'étaient toujours pas mariées. Dans une société où les jeunes femmes se mariaient généralement entre 16 et 18 ans, cette situation était presque scandaleuse. Les prétendants ne manquaient pas. Certes, la fortune des Caldwell et la beauté des jumelles attirèrent les fils de planteurs de tout le comté. Mais chaque fois qu'un jeune homme montrait de l'intérêt pour l'une des sœurs, l'autre sabotait discrètement la relation. Un mot venimeux glissé ici, une lettre interceptée là, un mensonge bien placé. Les jumelles refusaient catégoriquement l'idée d'être séparées par le mariage. C'est dans ce contexte de tension familiale et de pression sociale qu'apparut dans leur vie un homme qui allait bouleverser l'équilibre fragile de Sweetwater Hall. Il s'appelait Samuel. Il avait 24 ans, et il était leur propriété. Samuel était arrivé à Sweetwater Hall en 1840, acheté lors d'une vente aux enchères à Mobile. Le registre de la plantation le décrivait ainsi. Homme de couleur, 21 ans, 1,80 m, constitution robuste, alphabétisé malgré l'interdiction, compétent en menuiserie et ferronnerie, aucune cicatrice de fouet, valeur estimée à $1 200. Cette dernière notation était inhabituellement élevée pour l'époque, mais Nathaniel Caldwell, encore vivant alors, avait besoin d'un artisan qualifié pour superviser les réparations constantes nécessaires sur une plantation de cette taille. Samuel possédait effectivement des compétences rares. Il savait lire et écrire, enseignement illégal qu'il avait reçu clandestinement de son précédent propriétaire, un médecin de la Nouvelle-Orléans relativement progressiste pour son temps. Il maîtrisait le travail du bois et du métal, pouvait réparer n'importe quel outil ou mécanisme et avait des notions de mathématiques suffisantes pour superviser la distribution des rations et l'organisation du travail dans les champs. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son apparence. Samuel était ce qu'on appelait à l'époque un mulâtre, terme odieux qui désignait les personnes d'ascendance mixte. Sa peau avait la couleur du miel sombre, ses traits étaient fins, presque aristocratiques, et ses yeux d'un brun doré inhabituel captaient la lumière d'une façon troublante. Il portait ses cheveux courts et soignés, se tenait toujours droit malgré les circonstances et possédait une dignité naturelle que même l'esclavage ne pouvait complètement écraser. Nathaniel Caldwell l'avait installé dans un atelier près des écuries, un privilège rare pour un esclave. Samuel y travaillait seul la plupart du temps, réparant les charrettes, forgeant de nouveaux outils, construisant les meubles nécessaires aux différents bâtiments de la plantation. Cette relative autonomie lui donnait une position particulière dans la hiérarchie de Sweetwater Hall entre les esclaves des champs et le personnel domestique qui servait directement dans la grande maison. Après la mort de Nathaniel, Martha Caldwell avait brièvement envisagé de vendre Samuel. La plantation avait besoin de liquidités et un artisan de sa qualité se vendrait à bon prix. Mais Abigail s'était opposée violemment à cette idée. Elle avait argumenté avec une logique implacable qu'ils économiseraient plus d'argent en gardant Samuel qu'en le vendant, puisqu'ils n'auraient plus besoin de faire appel à des artisans extérieurs pour les réparations. Martha avait cédé, ne comprenant pas encore les véritables raisons de l'insistance de sa fille. C'était en 1841 qu'Abigail avait commencé à passer du temps près de l'atelier de Samuel. Au début, elle prétendait simplement surveiller son travail, s'assurant qu'il ne paraissait pas ou ne volait pas d'outils. Puis, elle avait commencé à lui parler, à lui poser des questions sur son travail, sur son ancienne vie à la Nouvelle-Orléans. Samuel répondait poliment, avec la déférence qu'on attendait de lui, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une intelligence vive et une compréhension aiguë de sa situation. Constance avait rapidement remarqué les absences prolongées de sa sœur. Elle l'avait suivi un après-midi de juillet, se cachant derrière les magnolias pour observer. Ce qu'elle avait vu l'avait d'abord choquée, puis intriguée, puis consumée d'une jalousie féroce. Abigail et Samuel parlaient comme des égaux, oubliant momentanément les barrières imposées par la société. Abigail riait,
un rire authentique qu'elles ne montraient jamais aux prétendants que leur mère invitait. Et Samuel, malgré sa position précaire, ne baissait pas les yeux quand il lui parlait. Les semaines suivantes, Constance avait commencé ses propres visites à l'atelier. Elle venait quand Abigail n'y était pas, apportant parfois de la nourriture de la cuisine, un luxe rare pour les esclaves. Elle posait des questions différentes de celles de sa sœur, plus personnelles, plus intimes. Elle voulait savoir ce qu'il pensait vraiment, ce qu'il ressentait, s'il rêvait parfois de liberté. Samuel se trouvait dans une position impossible. Refuser les attentions de l'une ou l'autre des jumelles pouvait signifier le fouet, la vente, ou pire. Les accepter représentait un danger tout aussi mortel. Dans le sud d'avant-guerre, une relation entre un homme noir, même libre, et une femme blanche était passible de lynchage. Pour un esclave et la fille de son propriétaire, c'était impensable, un tabou absolu qui, s'il était découvert, entraînerait sa mort certaine et le déshonneur irréparable de la famille. Mais les jumelles étaient déterminées. Abigail la première avait franchi la ligne invisible. C'était arrivé par un soir d'orage en août 1841, quand tout le monde à la grande maison dormait et que le bruit de la pluie couvrait tous les autres sons. Elle était venue à l'atelier, trempée, tremblante non de froid mais d'anticipation. Samuel avait essayé de la raisonner, de lui expliquer le danger, mais elle n'avait rien voulu entendre. Elle l'avait embrassé avec une violence désespérée et il avait cédé, sachant qu'il n'avait jamais eu le choix. Constance avait découvert la vérité 3 semaines plus tard. Elle n'avait confronté ni sa sœur ni Samuel. Au lieu de cela, elle avait simplement commencé à venir elle aussi la nuit, les soirs où Abigail restait à la grande maison. Et Samuel, piégé dans cette situation surréaliste et terrifiante, était devenu le secret partagé des jumelles. Ce qui avait commencé comme une transgression isolée s'était transformé en un arrangement bizarre qui dura près de 2 ans. Les jumelles ne parlaient jamais ouvertement de Samuel entre elles, mais elles savaient tout. Et dans leur esprit tordu par des années de privilèges et de pouvoir absolu sur d'autres êtres humains, elles en étaient devenues à considérer cet arrangement comme une extension naturelle de leur habitude de tout partager. Pour Samuel, chaque jour était un exercice de survie psychologique. Il vivait dans la terreur constante d'être découvert, sachant que sa mort serait lente et publique, un exemple pour les autres esclaves. Il ne pouvait se confier à personne, pas même aux autres hommes et femmes asservis de Sweetwater Hall. Le moindre mot déplacé, le moindre regard suspect pouvait tout faire basculer. Il était devenu un fantôme dans sa propre vie, jouant un rôle pendant le jour et un autre pendant certaines nuits, sans jamais pouvoir être véritablement lui-même. Puis, à l'automne 1843, la situation prit un tournant qui rendrait impossible de maintenir le secret plus longtemps. Abigail manqua ses règles en septembre, Constance en octobre, et toutes deux comprirent, avec une horreur grandissante, ce qui était en train de se passer. La découverte de leur grossesse plongea les jumelles dans une panique qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Pour la première fois de leur vie, elles ne contrôlaient plus la situation. Dans le sud des années 1840, une grossesse hors mariage était déjà un scandale majeur pour une jeune femme de bonne famille. Mais une grossesse issue d'une relation avec un esclave était tout simplement inconcevable. Un péché si monstrueux qu'aucune famille ne pourrait survivre à sa révélation. Les jumelles se retrouvèrent enfin pour discuter ouvertement de Samuel, pour la première fois en 2 ans. Cette conversation eut lieu dans leur chambre, une nuit de novembre, où le vent faisait claquer les volets contre les murs. Abigail était assise sur son lit, les mains crispées sur sa chemise de nuit. Constance arpentait la pièce comme un animal en cage. « Mère va remarquer dans quelques semaines », murmura Abigail. Sa voix tremblait pour la première fois depuis des années. « Nous devons trouver une solution. » Constance s'arrêta devant la fenêtre, regardant l'obscurité au dehors. « Il existe des femmes à Mobile qui peuvent arranger ces choses. Des sages-femmes qui posent pas de questions si on les paie assez. » « Non. » La réponse d'Abigail fut immédiate et ferme. «
Trop de femmes meurent de ces interventions. Et si l'une de nous mourait, l'autre serait soupçonnée. Mère ferait examiner le corps. Le médecin parlerait. Le silence retomba entre elles, lourd de toutes les implications qu'elle n'osait pas encore formuler. Finalement, ce fut Constance qui parla à nouveau, sa voix à peine audible. Alors il n'y a qu'une seule solution. Samuel doit disparaître, et nous devons trouver des maris, rapidement. Abigail leva les yeux vers sa sœur. Dans la faible lueur de la lampe à huile, leurs visages se ressemblaient plus que jamais. Deux masques identiques de détermination froide. « Les bébés ne seront pas blancs », dit Abigail avec une logique implacable. « Même si nous trouvons des maris avant que nos ventres ne soient trop visibles, quand les enfants naîtront, alors les enfants aussi devront disparaître. » La voix de Constance était maintenant totalement dénuée d'émotion, comme si elle discutait de la vente d'un cheval ou de l'abattage d'un porc. Ce fut à ce moment précis que la nature véritable des jumelles se révéla pleinement. Elles n'étaient pas simplement deux jeunes femmes prises au piège des conventions sociales de leur époque. Elles étaient le produit d'un système qui leur avait appris depuis l'enfance qu'elles possédaient un pouvoir absolu sur certaines vies, que leurs désirs et leur confort personnel valaient plus que l'existence des êtres qu'elles considéraient comme leur propriété. Et maintenant, face à la menace de leur propre ruine sociale, elles étaient prêtes à franchir n'importe quelle ligne morale pour se protéger. Les jours suivants, les jumelles commencèrent à mettre en place leur plan avec une minutie terrifiante. Elles redoublèrent de gentillesse envers leur mère, acceptèrent de recevoir des prétendants qu'elles avaient précédemment rejetés, se montrèrent dociles et coopératives. Martha, soulagée de ce changement d'attitude, ne remarqua pas les regards calculateurs que ses filles échangeaient pendant les dîners, ni les longues heures qu'elles passaient enfermées dans leur chambre à chuchoter. Samuel, quant à lui, sentait que quelque chose avait changé. Les jumelles n'étaient plus venues le voir depuis plusieurs semaines. Quand elle croisait son chemin pendant la journée, elle détournait les yeux, comme si elle ne le voyait plus. Cette absence soudaine d'attention le remplissait d'un soulagement, mêlé d'une angoisse sourde. Il connaissait assez bien les jumelles maintenant pour savoir que leur silence n'était pas bon signe. Début décembre 1843, deux événements majeurs se produisirent à Sweetwater Hall. Le premier fut l'annonce des fiançailles d'Abigail avec Edmund Hartley, le fils d'un important planteur du comté voisin. Le second fut la disparition de Samuel. Les fiançailles furent célébrées avec un grand dîner, auquel assistèrent les familles les plus en vue de la région. Edmund Hartley était un jeune homme de 26 ans, aux manières affables, qui avait hérité de son père un domaine prospère. Il n'était pas particulièrement brillant, mais il était gentil et facilement influençable, exactement le type d'homme qu'Abigail pouvait manipuler. 2 jours après l'annonce des fiançailles d'Abigail, Constance annonça les siennes avec Robert Finch, un avocat de Mobile aux ambitions politiques. Martha Caldwell pleura de joie. Ses filles allaient enfin se marier, et avec des partis excellents. Elle ne remarqua pas que les mariages étaient prévus dans une hâte inhabituelle, seulement 6 semaines après les fiançailles. Quand elle exprima quelques réserves sur cette précipitation, Abigail prétendit qu'Edmund devait partir pour un long voyage d'affaires en Europe au printemps et qu'il souhaitait être marié avant son départ. Constance ajouta que Robert avait besoin d'une épouse pour sa campagne politique imminente. Les explications parurent raisonnables à Martha. Quant à la disparition de Samuel, elle fut officiellement expliquée comme une fuite. C'était un événement relativement commun dans les plantations. Les esclaves tentaient parfois de s'échapper vers le nord, où l'esclavage était aboli. Martha fit publier une annonce dans le journal local, offrant une récompense de $50 pour la capture et le retour de Samuel. Elle engagea même des chasseurs d'esclaves professionnels pour le retrouver. Mais aucune trace de Samuel ne fut jamais découverte. La vérité était bien plus sombre que ce que quiconque à Sweetwater Hall aurait pu imaginer. La nuit du 4 décembre 1843 avait été particulièrement froide pour l'Alabama. Un vent glacial soufflait du nord, portant avec lui l'odeur de la pluie. Samuel travaillait dans son atelier comme à son habitude,
réparant les roues d'une charrette à la lueur d'une lanterne. Il n'entendit pas les pas s'approcher derrière lui. Le premier coup l'atteignit à l'arrière du crâne, un objet lourd et métallique qui lui fit voir des étoiles. Il s'effondra en avant, renversant sa lanterne. Des mains l'attrapèrent, le traînèrent à l'extérieur. Il essaya de résister, mais son corps ne lui obéissait plus. Du sang coulait dans ses yeux, l'aveuglant à moitié. Il fut traîné sur une distance qu'il ne put estimer. Le sol changeait sous son corps. D'abord les pavés de la cour, puis l'herbe, puis quelque chose de plus meuble, comme de la terre fraîchement retournée. Des voix chuchotaient au-dessus de lui, des voix féminines qu'il connaissait trop bien. « Plus profond », disait l'une des voix. « Il faut que ce soit plus profond. »« Personne ne viendra chercher ici », répondait l'autre voix. « C'est assez loin de la maison, et ces terres ne seront pas cultivées avant le printemps. » Samuel essaya de parler, de les supplier, mais seul un gémissement rauque sortit de sa gorge. Il sentit qu'on le poussait, qu'il tombait. Son corps heurta le fond d'un trou étroit mais profond. Il leva les yeux et vit deux silhouettes féminines se découper contre le ciel nocturne. Elles portaient des robes simples, de celles que les servantes utilisaient pour les tâches salissantes. Leurs cheveux étaient couverts par des foulards. Dans la faible lumière de la lune, leurs visages étaient identiques, impossibles à distinguer. « Je suis désolé », dit l'une des voix, et elle semblait presque sincère. « Mais tu comprends, nous n'avons pas le choix. » La première pelletée de terre tomba sur son visage. Samuel se débattit alors avec une énergie désespérée, essayant de grimper hors du trou. Mais les parois étaient trop raides, et chaque mouvement le faisait glisser plus profond. La terre continuait à tomber, de plus en plus vite. Il ouvrit la bouche pour crier, et la terre y entra, l'étouffant. Ses poumons se remplirent. La panique le submergea complètement. Les dernières choses qu'il entendit furent les halètements essoufflés des jumelles qui pelletaient, et une phrase, prononcée par l'une ou l'autre. Il ne savait plus. Personne ne saura. Personne ne saura jamais. Puis l'obscurité l'engloutit définitivement. Les jumelles travaillèrent toute la nuit, tassant la terre, égalisant le sol, dispersant les feuilles mortes et les branches pour que rien ne paraisse suspect. Quand l'aube se leva, elles retournèrent à la grande maison par des chemins détournés, se lavèrent méticuleusement, brûlèrent leurs vêtements sales dans la cheminée de leur chambre et se glissèrent dans leur lit juste avant que les domestiques ne commencent à s'activer dans les couloirs. Le lendemain, quand l'absence de Samuel fut remarquée, les jumelles jouèrent leur rôle à la perfection. Elles exprimèrent leur surprise, puis leur indignation qu'un esclave dans lequel la famille avait tant investi ait osé s'enfuir. Elles suggérèrent qu'il avait probablement rejoint l'un des réseaux clandestins qui aidaient les esclaves fugitifs à atteindre le nord. Personne ne mit leurs paroles en doute. Pourquoi l'aurait-on fait? Elles étaient de jeunes femmes blanches de bonne famille. Samuel était un esclave. Dans l'ordre social de l'époque, sa vie ne valait rien comparé à leur réputation. Si cette révélation vous glace le sang, prenez un moment pour laisser un like et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va advenir des jumelles, car l'histoire est loin d'être terminée et les secrets ont une façon de refaire surface, même après des années d'enterrement. Les doubles mariages eurent lieu le 15 janvier 1844 dans la grande église épiscopale du comté. Ce fut un événement mondain remarquable, avec plus de 200 invités venus de toute la région. Les jumelles portèrent des robes identiques en soie ivoire, brodées de perles fines. Elles étaient resplendissantes, rayonnantes même, et plusieurs invités commentèrent à quel point elles paraissaient heureuses et épanouies. Edmund Hartley et Robert Finch semblaient enchantés de leurs nouvelles épouses. Les deux hommes ne se connaissaient pas avant les fiançailles, mais ils développèrent rapidement une amitié cordiale, facilitée par le fait que leurs femmes étaient si proches. Il fut convenu qu'après de brèves lunes de miel séparées, les deux couples résideraient dans des propriétés voisines, permettant aux jumelles de se voir quotidiennement. Martha Caldwell ne pouvait cacher son soulagement et sa fierté. Ses filles étaient enfin installées, et de manière si respectable. Elle ne remarqua pas que les jumelles avaient toutes deux insisté pour que les lunes de miel soient courtes,
prétextant vouloir s'installer rapidement dans leur nouvelle demeure. Elle ne remarqua pas non plus les robes savamment coupées qui dissimulaient les ventres commençant déjà à s'arrondir. Abigail s'installa avec Edmund dans une belle maison coloniale à quelques kilomètres de Sweetwater Hall. Constance et Robert prirent possession d'une propriété adjacente. Les deux domaines n'étaient séparés que par un petit bois de pin, et un sentier privé permettait aux jumelles de se rendre visite sans être vues depuis les routes principales. Les premières semaines de mariage furent consacrées à établir les apparences d'une vie conjugale normale. Les deux couples recevaient des visiteurs, assistaient aux offices religieux du dimanche, participaient aux événements sociaux du comté. Edmund et Robert étaient des maris attentifs, sans être excessivement curieux. Ils acceptèrent les explications de leurs épouses sans poser trop de questions, trait de caractère qui n'était pas un hasard. Les jumelles les avaient choisis précisément pour leur malléabilité. Mais sous cette surface de normalité bourgeoise, une tension grandissante s'installait. Les grossesses progressaient, et avec elles, l'angoisse de ce qui allait se passer quand les bébés naîtraient. Les jumelles se retrouvaient presque chaque jour dans la maison de l'une ou de l'autre, toujours quand leur mari était occupé ailleurs. Elles discutaient à voix basse, planifiaient, anticipaient chaque éventualité. Edmund m'a demandé hier soir si j'étais enceinte, confia Abigail un après-midi de février. Elles étaient assises dans le salon de Constance, près d'un feu qui crépitait dans la cheminée. Il a dit qu'il me trouvait plus ronde, plus épanouie. Constance hocha la tête. Robert aussi a fait des remarques. Je lui ai dit que c'était normal pour une nouvelle mariée, que j'étais heureuse et que cela me réussissait. Il a paru satisfait de l'explication. Mais dans quelques semaines, ce ne sera plus suffisant. Abigail posa une main sur son ventre, un geste instinctif qu'elle réprima immédiatement. Nous devons annoncer nos grossesses bientôt pour que le timing paraisse normal. Oui. Constance regardait fixement les flammes. Et ensuite, nous devons nous préparer à ce qui suivra. Elle n'avait pas besoin d'expliciter. Elles savaient toutes deux que si les bébés naissaient avec une peau trop foncée, avec des traits qui révéleraient leur véritable paternité, tout serait perdu. Leur mari les répudierait. Leur famille les renierait. Elles seraient chassées de la société, condamnées à une vie de honte et d'ostracisme. Pire encore, si la vérité sur Samuel était découverte, elles seraient accusées non seulement d'adultère, mais de meurtre. Les jumelles annoncèrent leurs grossesses respectives à la mi-mars, avec 2 semaines d'intervalle pour que cela paraisse naturel. Les réactions furent exactement ce qu'elles avaient espéré. Edmund fut ravi et commença immédiatement à faire des plans pour l'agrandissement de leur maison. Robert organisa une grande réception pour célébrer la nouvelle. Martha Caldwell pleura de joie à l'idée de devenir grand-mère. Personne ne fit le calcul des dates. Ou si quelqu'un le fit, personne n'osa le mentionner. Mais à Sweetwater Hall, d'étranges rumeurs commençaient à circuler parmi les esclaves. Cela avait commencé quelques semaines après la disparition de Samuel. Une vieille femme nommée Clara, qui travaillait dans les champs les plus éloignés de la grande maison, prétendait avoir vu quelque chose cette nuit-là. Elle disait avoir eu du mal à dormir à cause du froid et être sortie de sa cabane pour chercher une couverture supplémentaire dans le bâtiment de stockage. C'est alors qu'elle avait aperçu 2 silhouettes féminines traversant la propriété en direction des terres non cultivées, portant des pelles. Au début, personne ne l'avait cru. Clara était vieille, sa vue déclinait et elle avait la réputation de raconter des histoires. Mais d'autres détails étranges s'accumulaient. Josiah, le forgeron, avait remarqué que 2 pelles manquaient de son atelier le lendemain de la disparition de Samuel. Elles étaient réapparues 1 semaine plus tard, nettoyées avec un soin inhabituel. Ruth, qui travaillait comme blanchisseuse, avait trouvé des vêtements de servante brûlés dans la cheminée de la chambre des jumelles, chose qu'elle n'avait jamais vue auparavant, puisque les vêtements usés étaient normalement donnés aux esclaves. Ces observations se partageaient à voix basse, dans le secret des cabanes, pendant les rares moments où les esclaves étaient hors de portée d'oreille de leur maître.
Personne n'osait formuler ouvertement ce que tous commençaient à suspecter. Accuser des femmes blanches, surtout des membres de la famille propriétaire, était impensable. Cela signifierait une mort certaine pour celui qui oserait parler. Mais les esclaves avaient leurs propres moyens de communication, leur propre réseau d'information. Et l'histoire de Samuel, ou plutôt les rumeurs sur ce qui lui était vraiment arrivé, commença à se propager au-delà des limites de Sweetwater Hall. Dans les plantations voisines, lors des rares occasions où les esclaves de différentes propriétés se rencontraient, les chuchotements continuaient. Samuel n'avait pas fui vers le nord. Samuel était mort. Et les jumelles Caldwell savaient comment. Martha Caldwell entendait parfois des bribes de ces murmures. Une conversation qui s'interrompait brusquement quand elle entrait dans une pièce. Des regards échangés entre les domestiques. Une tension nouvelle dans l'air. Elle attribua cela à un mécontentement général. Peut-être à cause de la récente réduction des rations alimentaires qu'elle avait imposée pour économiser. Elle ne fit pas le lien avec la disparition de Samuel ou avec les mariages précipités de ses filles. Pendant ce temps, dans leurs maisons respectives, Abigail et Constance vivaient dans une angoisse croissante. Les mois passaient, leur ventre gonflait et elles se demandaient obsessivement à quoi ressemblerait leur bébé. Elles avaient consulté discrètement de vieux livres de médecine dans la bibliothèque d'Edmond, cherchant des informations sur l'hérédité, sur la transmission des caractéristiques physiques. Les connaissances de l'époque étaient rudimentaires et souvent erronées, mais une chose était claire. Les enfants de parents de races différentes portaient généralement des traits visibles des deux côtés. Elles envisagèrent brièvement de simuler des fausses couches, mais Robert avait insisté pour qu'un médecin examine régulièrement Constance, et Edmond avait fait de même avec Abigail. Les médecins avaient confirmé que les deux grossesses progressaient normalement. Simuler une fausse couche maintenant serait difficile et susciterait des questions. « Il existe une autre possibilité », dit Constance lors d'une de leurs rencontres secrètes, fin avril. Elles étaient dans le bois de pin qui séparait leur propriété, un endroit où elles pouvaient parler sans être entendues. Nous pourrions dire que les bébés sont nés morts. Abigail la regarda longuement. Les deux, le même mois, les médecins voudraient examiner les corps. Pas s'il n'y a pas de corps. La voix de Constance était aussi froide que lors de cette nuit de novembre où elles avaient décidé du sort de Samuel. Un incendie, un accident, quelque chose qui expliquerait pourquoi les corps ne peuvent pas être présentés. Non, Abigail secoua la tête avec véhémence. Trop de risques, trop de gens impliqués. Les sages-femmes, les médecins, les domestiques. Quelqu'un parlerait. Alors que proposes-tu ? L'exaspération perçait dans la voix de Constance. Nous ne pouvons pas garder ces enfants si leur apparence révèle la vérité. Abigail resta silencieuse un long moment, son regard perdu dans les profondeurs sombres du bois. Finalement, elle parla, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il y a des familles qui prennent des enfants, des familles pauvres, en ville, qui acceptent des bébés contre de l'argent, sans poser de questions. Des orphelinats privés dirigés par des femmes qui se soucient plus du profit que de la moralité. Si les bébés naissent avec des traits problématiques, nous pourrions arranger discrètement leur placement. Dire à nos maris que les bébés sont morts de maladie peu après la naissance, chose courante à cette époque. Constance considéra cette proposition. Et si les bébés naissent suffisamment clairs, si personne ne peut deviner, alors nous les gardons. Nous sommes leur mère, après tout. Un sourire étrange passa sur le visage d'Abigail. Nous pourrions même les élever ensemble, comme nous avons été élevés. Nos enfants seraient aussi proches que nous le sommes. Cette perspective sembla plaire à Constance. L'idée de continuer à tout partager, même la maternité, correspondait à leur vision déformée du monde. Elles se séparèrent ce jour-là avec un plan, aussi horrible qu'il soit, et attendirent que la nature décide de leur sort. Les accouchements étaient prévus pour juillet. Abigail accoucha la première, le 8 juillet 1844, après un travail long et difficile qui dura près de 20 heures. La sage-femme était une femme corpulente, nommée Madame Pritchard, qui avait assisté à des centaines de naissances dans le comté.
Edmund arpentait nerveusement le couloir à l'extérieur de la chambre, comme le voulait la coutume, tandis que les cris de sa femme résonnaient dans toute la maison. Quand le bébé émergea enfin, Madame Pritchard le nettoya rapidement et l'enveloppa dans un linge avant même qu'Abigail puisse le voir clairement. Mais Abigail avait entrevu suffisamment. Elle avait vu la couleur de la peau du nouveau-né, cette teinte légèrement plus foncée que ce qu'on attendrait d'un bébé blanc, mais pas assez pour être immédiatement suspecte. Elle avait vu les cheveux, plus épais et plus foncés que les cheveux auburn fins qu'elle et Constance possédaient. « C'est un garçon », annonça Madame Pritchard avec satisfaction. Un beau garçon robuste. Edmund fut autorisé à entrer. Il prit le bébé avec des mains tremblantes d'émotion, le regard empli d'une joie pure. Il ne remarqua rien d'inhabituel, ou s'il le fit, il l'attribua simplement à l'apparence normale d'un nouveau-né. Abigail observa la scène avec un mélange de soulagement et de terreur. Le bébé pouvait passer pour blanc, du moins pour l'instant. Mais grandirait-il en conservant cette ambiguïté, ou ses traits deviendraient-ils plus révélateurs avec le temps? « Nous l'appellerons William », déclara Edmund avec fierté. « William Nathaniel Hartley, en l'honneur de votre père. » Abigail hocha faiblement la tête, trop épuisée pour protester. Elle envoya discrètement un message à Constance dès qu'elle en eut la force. Un simple mot, « possible ». Constance accoucha 10 jours plus tard, le 18 juillet. Son travail fut plus court mais plus violent, ponctué de cris qui effrayèrent les domestiques. Robert, comme Edmund, attendait anxieusement que tout soit terminé. La même Madame Pritchard officiait, appelée d'une propriété à l'autre pour superviser cette seconde naissance. Le bébé de Constance était une fille. Et contrairement au fils d'Abigail, sa peau était perceptiblement plus foncée. Pas assez pour être qualifié de noir selon les standards cruels de l'époque, mais certainement trop pour être simplement un nouveau-né rose et blanc. Ses cheveux formaient déjà des boucles serrées, d'un noir profond. Ses traits, bien que minuscules et encore informes, portaient indéniablement des caractéristiques qui poseraient des questions. Constance comprit immédiatement en voyant l'expression sur le visage de Madame Pritchard. La sage-femme tenait le bébé avec une raideur professionnelle, son visage soigneusement neutre, mais ses yeux trahissaient sa surprise et sa confusion. Elle semble avoir quelques particularités, dit finalement Madame Pritchard pesant chaque mot. La coloration peut être due à la jaunisse, bien sûr, cela arrive parfois. Mais elles savaient toutes les deux que ce n'était pas de la jaunisse. Constance réagit avec une rapidité et un sang-froid remarquables. Elle poussa un cri de douleur théâtrale, comme si elle était prise de convulsions post-partum, une complication connue et redoutée. Madame Pritchard, alarmée, se concentra immédiatement sur la stabilisation de sa patiente, posant le bébé dans un berceau. Dans la confusion qui suivit, alors que Madame Pritchard appelait à l'aide et qu'on faisait venir le médecin en urgence, Constance murmura à l'oreille de sa servante personnelle, une jeune femme nommée Alice, qu'elle avait soigneusement choisie pour sa loyauté et sa dépendance. « Le bébé est faible », chuchota-t-elle. « Elle ne survivra probablement pas la nuit. Quand elle mourra, enveloppe-la bien et apporte-la immédiatement à ma sœur. Ne la montre à personne d'autre. Personne. Tu comprends ?» Alice, terrifiée par l'autorité dans la voix de sa maîtresse et par les événements chaotiques autour d'elle, hocha la tête rapidement. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle savait qu'il valait mieux obéir sans poser de questions. Le médecin arriva 1 heure plus tard et examina Constance. Il déclara qu'elle avait eu une crise nerveuse, post-partum, courante chez les nouvelles mères, et qu'elle se rétablirait avec du repos. Quand il demanda à voir le bébé, on lui dit que l'enfant dormait et qu'il ne fallait pas la déranger. Le médecin, un homme âgé plus intéressé par son dîner que par un examen détaillé, accepta cette explication et partit. Robert fut finalement autorisé à voir sa femme. Constance, pâle et faible en apparence, lui prit la main et lui dit d'une voix brisée que leur fille était très fragile, que Madame Pritchard avait exprimé des inquiétudes sur ses chances de survie. Robert, bouleversé mais confiant dans les compétences médicales de l'époque, assura sa femme que tout irait bien,
que les bébés étaient plus résistants qu'on ne le pensait. Mais cette nuit-là, aux premières heures du matin, le bébé mourut. Alice la trouva froide et immobile dans son berceau, selon ce qu'elle rapporta. En réalité, Constance avait administré à sa fille une forte dose de laudanum, un opiacé couramment utilisé à l'époque et facile à obtenir. La dose avait été soigneusement calculée, assez pour plonger le bébé dans un sommeil si profond qu'elle semblerait morte, mais pas assez pour la tuer réellement, pas encore. Alice enveloppa le petit corps dans un drap épais et le transporta à travers le bois de pin jusqu'à la maison d'Abigail, comme on le lui avait ordonné. Elle arriva juste avant l'aube, frappa doucement à la porte de service et remit son paquet à Abigail qui l'attendait. « Retourne immédiatement », ordonna Abigail. « Pleure, réveille la maison. Dis que tu viens juste de découvrir que le bébé est mort. Tu n'as vu personne, tu n'as parlé à personne. Tu comprends ?» Alice acquiesça, les larmes coulant déjà sur son visage, des larmes de peur plus que de chagrin. Elle repartit en courant, et bientôt des cris de désespoir s'élevèrent de la maison de Constance et Robert. Abigail monta rapidement dans sa chambre avec le paquet. Edmund dormait profondément dans la pièce adjacente, épuisé par les festivités qui avaient suivi la naissance de son fils. Abigail déballa le bébé et l'examina à la lumière d'une bougie. La petite fille respirait encore, mais faiblement. Elle était effectivement trop foncée, trop révélatrice. Il n'y avait aucun moyen de la présenter comme l'enfant de Constance et Robert, sans soulever des questions impossibles à répondre. Abigail savait ce qu'elle devait faire. Elle avait déjà tout préparé. Dans un tiroir secret de son armoire, elle avait caché une petite fiole contenant une teinture d'if, un poison violent, mais relativement indétectable après la mort. Quelques gouttes dans la bouche du bébé, et tout serait terminé. La petite fille glisserait du sommeil, induit par le laudanum, à un sommeil éternel, sans douleur, sans conscience de ce qui lui arrivait. Abigail prit la fiole. Sa main tremblait, pour la première fois depuis des mois. Elle regarda le visage minuscule du bébé, sa nièce, la fille de sa sœur et de l'homme qu'elles avaient toutes deux. Quoi? Aimer? Désirer? Posséder? Elle ne savait même plus. Des images lui revinrent soudain. Samuel dans son atelier, souriant de ce sourire rare qu'il réservait au moment où il oubliait brièvement sa condition. Samuel lui expliquant comment le bois réagissait différemment selon la façon dont on le travaillait, avec une passion pour son métier qui transcendait les horreurs de sa situation. Samuel la regardant avec ses yeux dorés qui voyaient tout, qui la comprenait d'une façon que personne d'autre n'avait jamais fait. Elle avait tué cet homme. Elle et sa sœur l'avaient enterré vivant pour protéger leur réputation. Et maintenant, elle s'apprêtait à tuer son enfant pour la même raison. La main d'Abigail se figea au-dessus de la bouche du bébé. Pendant un long moment, elle resta immobile, paralysée par quelque chose qui ressemblait presque à de la conscience. Puis la porte de la chambre s'ouvrit doucement. C'était Constance. Elle avait réussi à s'échapper de sa propre maison dans le chaos qui avait suivi l'annonce de la mort du bébé, prétextant avoir besoin de voir sa sœur pour trouver du réconfort. Elle entra silencieusement et ferma la porte derrière elle. « Tu ne l'as pas encore fait », observa-t-elle. Ce n'était pas une question. Abigail secoua la tête, incapable de parler. Constance s'approcha et prit la fiole des mains de sa sœur. Elle regarda le bébé, sa fille, avec une expression indéchiffrable. Puis elle déboucha la fiole. « C'est nécessaire », dit-elle d'une voix mécanique. « Tu le sais. C'est ce que nous avions décidé. » Mais elle non plus ne fit pas le geste fatal. Les deux sœurs restèrent là, figées, regardant le bébé endormi qui respirait doucement, inconsciente du débat sur sa vie qui se déroulait au-dessus d'elle. Finalement, ce fut Abigail qui parla. « Et si nous la donnions vraiment, comme nous en avions discuté ? Il y a cet orphelinat à Mobile, celui dirigé par cette femme, Madame Hutchinson. Elle prend des enfants sans poser de questions si on la paie assez. » Constance réfléchit, la fiole toujours dans sa main. Ce serait plus risqué. Vivante, elle pourrait un jour réapparaître, poser des questions. Morte, elle entre à nos consciences pour toujours. Abigail toucha délicatement la joue du bébé.
Je ne sais pas si je peux faire ça. Tuer Samuel c'était de la survie. Mais elle n'est coupable de rien. Le silence retomba entre elles. Dehors, l'aube commençait à blanchir le ciel. Il fallait prendre une décision rapidement, avant qu'Edmund ne se réveille, avant que les domestiques ne commencent leur tâche matinale. « Très bien », dit finalement Constance en rebouchant la fiole, « l'orphelinat. Mais cela doit être fait aujourd'hui, pendant que tout le monde est distrait par l'annonce de sa mort, et elle ne doit jamais connaître ses origines. » Abigail acquiesça avec soulagement, un soulagement qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques minutes auparavant. Elles enveloppèrent à nouveau le bébé, maintenant complètement réveillé et qui commençait à gémir doucement. Constance la prit dans ses bras et, pour la première et dernière fois, la berça contre sa poitrine. « Pardonne-moi » murmura-t-elle au bébé. « Pardonne-moi pour tout. » Puis elle rendit l'enfant à Abigail. Elles avaient déjà préparé une histoire et des dispositions. Un domestique de confiance d'Abigail, un homme nommé Thomas qui devait de l'argent à la famille et serait donc facile à manipuler, fut réveillé. On lui dit de conduire immédiatement à Mobile un paquet important à remettre à Madame Hutchinson de l'orphelinat Sainte-Catherine. On lui donna une bourse contenant $500, une somme énorme pour l'époque, avec des instructions strictes de ne jamais en parler à quiconque sous peine de représailles terribles. Thomas partit avant que le soleil ne soit complètement levé, le bébé caché dans un panier couvert. Il ne posa aucune question. Dans le sud d'avant-guerre, les domestiques et les esclaves avaient appris depuis longtemps que la curiosité pouvait être fatale. Lorsque le bébé arriva à l'orphelinat de Mobile 7 heures plus tard, Madame Hutchinson compta l'argent et accepta l'enfant sans même demander son nom. Elle avait l'habitude de ces dépôts secrets, ces enfants illégitimes de familles riches qui ne pouvaient se permettre le scandale. Elle inscrivit simplement dans son registre « Fille, origine inconnue, arrivée 19 juillet 1844 ». Elle donna au bébé le nom générique de Margaret, un nom qu'elle utilisait souvent pour les orphelines dont l'identité devait rester cachée. Pendant ce temps, à la maison de Constance et Robert, les funérailles d'un bébé qui n'était pas mort furent organisées. Un petit cercueil vide fut enterré dans le cimetière familial. Robert pleura sincèrement sur la tombe de sa fille qu'il n'avait jamais vraiment vue. Constance resta stoïque, recevant les condoléances avec une dignité glaciale. Abigail vint soutenir sa sœur, les deux femmes se tenant la main devant la tombe, liées par un secret de plus. Edmund, qui n'avait rien remarqué de tout ce drame nocturne, était simplement reconnaissant que son propre fils soit en bonne santé. Il consola Robert de son mieux, lui assurant que lui et Constance auraient d'autres enfants, que cette tragédie, bien que terrible, était malheureusement courante à l'époque. Et ainsi la surface de la respectabilité fut restaurée. Les jumelles avaient survécu. Elles avaient leur mari, leur position sociale, et dans le cas d'Abigail, un fils qui pourrait passer pour légitime. Le prix avait été 2 vies, celle de Samuel, enterré dans un champ de Sweetwater Hall, et celle, métaphorique, de la petite Margaret, condamnée à grandir sans jamais connaître ses véritables origines. Mais les secrets, surtout ceux construits sur le sang et les mensonges, ont une façon de refuser de rester enterrés. Les années qui suivirent apportèrent une prospérité superficielle aux jumelles et à leurs familles. Abigail et Edmund eurent 2 autres enfants, tous deux indiscutablement blancs, ce qui apaisa les craintes secrètes d'Abigail concernant l'hérédité. Constance et Robert eurent également 2 autres enfants après la mort de leur premier-né. Les 2 familles devinrent des piliers de la communauté du comté de Greene, respectés et admirés. Mais la guerre approchait. Les tensions entre le Nord et le Sud sur la question de l'esclavage atteignaient un point de rupture. En 1861, la guerre de sécession éclata, déchirant le pays et transformant à jamais le Sud. Edmund et Robert s'enrôlèrent tous 2 dans l'armée confédérée, comme on l'attendait des hommes de leur position. Edmund fut tué lors de la bataille de Gettysburg en juillet 1863. Robert survécut à la guerre, mais revint brisé dans son corps et son esprit,
incapable de reprendre sa pratique juridique. La défaite de la Confédération en 1865 apporta l'abolition de l'esclavage, mais aussi la ruine économique pour de nombreuses familles de planteurs. Sweetwater Hall fut saisi pour dettes impayées en 1867. Martha Caldwell, brisée par les pertes successives de sa fortune, de son fils Thomas qui était mort de dysenterie pendant la guerre, et de son mode de vie, mourut peu après. Abigail, désormais veuve, vint vivre avec sa sœur dans la maison que Constance et Robert avaient réussi à conserver. Les deux sœurs, maintenant dans la quarantaine, se retrouvèrent à nouveau dans la même maison, partageant tout comme elles l'avaient fait dans leur jeunesse. Mais elles n'étaient plus les jeunes femmes insouciantes d'autrefois. La guerre, les pertes, et surtout le poids de leurs secrets les avaient transformées. Constance avait développé une dépendance au laudanum, prenant de plus en plus de doses pour dormir, pour oublier. Abigail, elle, était devenue dure et amère, contrôlant chaque aspect de la maison avec une autorité inflexible. Leurs enfants, maintenant adultes ou presque, les craignaient plus qu'ils ne les aimaient. C'est en 1872 que le passé commença véritablement à refaire surface. Un homme se présenta à leur porte, un homme noir d'une trentaine d'années qui se présentait comme un représentant du Bureau des Affranchis, une agence fédérale créée pour aider les anciens esclaves. Il s'appelait Isaiah et disait faire des recherches sur les personnes disparues pendant l'ère de l'esclavage. « Je cherche des informations sur un homme nommé Samuel », expliqua-t-il poliment mais fermement. Il travaillait ici comme artisan jusqu'en décembre 1843, puis il a disparu. Les anciens esclaves de cette plantation affirment qu'il n'a jamais fui vers le nord, contrairement à ce qui a été rapporté officiellement. Abigail et Constance, maintenant dans leur cinquantaine, l'écoutèrent avec des visages soigneusement neutres. Mais intérieurement, la panique montait. Pendant 30 ans, personne n'avait posé de questions sur Samuel. Elles avaient cru ce chapitre définitivement clos. C'était il y a très longtemps, dit Abigail d'un ton glacial. Je me souviens vaguement de cet esclave. Il s'est enfui, comme tant d'autres. Nous n'avons jamais su ce qu'il était devenu. C'est étrange, répondit Isaiah. Il y avait quelque chose de perturbant dans son regard, une intelligence aiguë qui rappelait troublement. Non, c'était impossible. Parce que les chasseurs d'esclaves que votre famille avait engagés n'ont trouvé aucune trace de lui sur les routes vers le nord. Aucun conducteur du chemin de fer clandestin ne se souvient de lui. C'est comme s'il avait disparu dans l'air. Beaucoup d'esclaves ont disparu pendant ces années troubles, intervint Constance. Sa voix tremblait légèrement, effet du laudanum ou de la nervosité. Nous ne pouvons rien vous dire de plus. Isaiah les regarda longuement, son regard passant d'une jumelle à l'autre. Il y a une autre raison à ma visite. Il sortit de sa poche un papier plié. Je cherche également des informations sur une enfant née en juillet 1844 et amenée à l'orphelinat Sainte-Catherine à Mobile. L'orphelinat a brûlé en 1856 et la plupart des dossiers ont été détruits, mais j'ai pu retrouver quelques fragments. Cet enfant, Margaret, avait été déposée avec une somme d'argent inhabituelle. Parce que, dit Isaiah lentement, cette orpheline est devenue ma mère. Elle a grandi dans cet orphelinat, a été adoptée à l'âge de 12 ans par une famille de marchands libres de la Nouvelle-Orléans. Elle s'est mariée, a eu des enfants, dont moi. Elle est morte il y a 2 ans, mais avant de mourir, elle m'a raconté quelque chose d'étrange. Elle disait avoir toujours su qu'elle était différente des autres orphelins. Elle se souvenait vaguement d'avoir été amenée d'ailleurs, d'avoir entendu des voix féminines lui murmurer des adieux. Et Madame Hutchinson, la directrice de l'orphelinat, avant sa propre mort, avait confié à ma mère que l'argent provenait d'une grande famille du comté de Greene, une famille avec des jumelles. Le silence qui suivit fut assourdissant. Constance porta une main tremblante à sa bouche. Abigail resta figée comme une statue. « Vous n'avez aucune preuve », dit finalement Abigail, sa voix à peine un murmure. « Ce ne sont que des spéculations, des rumeurs. » Isaiah sortit une deuxième feuille de papier de sa poche. «
J'ai également parlé avec d'anciens esclaves de Sweetwater Hall. Clara est morte, mais avant, elle a raconté son histoire à sa petite fille, qui me l'a répétée. Des pelles disparues, des vêtements brûlés, 2 silhouettes dans la nuit, et Samuel qui parlait parfois, dans le secret, d'être piégé entre 2 feux, 2 sœurs qui le mettaient en danger. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Je ne suis pas venu pour vous accuser devant la loi. Trop de temps a passé et franchement, dans l'Alabama de 1872, qui croirait un homme noir accusant 2 femmes blanches respectables? Je suis venu parce que j'avais besoin de savoir. Ma mère a passé toute sa vie à se demander d'où elle venait. Et moi, je me demandais qui était mon grand-père. Il se leva pour partir, puis se retourna une dernière fois vers les jumelles. Samuel était mon grand-père, n'est-ce pas? Et vous deux? Il laissa la phrase en suspens, son regard accusateur passant d'Abigail à Constance. Vous avez pris sa vie, et vous avez abandonné votre propre enfant pour protéger vos mensonges. J'espère que vous vivrez avec cela jusqu'à votre dernier souffle. Il sortit, fermant la porte doucement derrière lui, un geste plus terrible que n'importe quel claquement de porte. Les jumelles restèrent immobiles pendant un long moment. Puis Constance se leva brusquement, se précipita vers le buffet et vida un verre entier de laudanum. Abigail la regarda faire sans un mot, son visage un masque de pierre. « Et il sait », dit finalement Constance, sa voix étranglée. « Il sait tout, mais il ne peut rien prouver », répondit Abigail mécaniquement. « Et il l'a dit lui-même, personne ne le croirait. Nous sommes en sécurité. » « En sécurité ?» Constance laissa échapper un rire hystérique. « Tu te sens en sécurité, Abigail? Parce que moi, je ne l'ai jamais été depuis cette nuit où nous avons enterré Samuel. Chaque nuit, je le vois. J'entends la terre tomber. Je me réveille en pensant à cette petite fille que j'ai abandonnée. »« Tais-toi » siffla Abigail. « Les domestiques peuvent t'entendre. Laisse-les entendre. » Les années de silence, de secret, de laudanum éclatèrent soudain. Qu'est-ce que cela peut faire maintenant? Nous avons tout perdu de toute façon, notre jeunesse, nos maris, notre honneur, même si personne d'autre ne le sait. Tout ce que nous avons, ce sont nos mensonges et nos cauchemars. Abigail se leva et gifla sa sœur avec une violence qui les surprit toutes les deux. Constance porta la main à sa joue rougie, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « Nous survivrons », dit Abigail d'une voix dure, « comme nous avons toujours survécu, en gardant le silence, en tenant bon. C'est ce que nous savons faire. » Mais cette nuit-là, pour la première fois en 30 ans, les jumelles ne se parlèrent pas. Chacune resta dans sa chambre, seule avec ses fantômes. La visite d'Isaiah marqua le début de la fin pour les jumelles Caldwell. Dans les semaines qui suivirent, Constance augmenta drastiquement ses doses de laudanum. Elle passait des journées entières dans un brouillard opiacé, refusant de manger, de voir ses enfants, de quitter son lit. Robert, déjà brisé par la guerre, ne savait comment aider sa femme qui sombrait sous ses yeux. Un matin de novembre 1872, Constance fut trouvée morte dans son lit. Le médecin attribua le décès à une défaillance cardiaque. Mais ceux qui l'avaient connue savaient la vérité. Que ce soit par accident ou par intention, elle avait pris une dose finale de laudanum qui l'avait emportée dans un sommeil dont elle ne s'était jamais réveillée. Abigail pleura aux funérailles, mais ses larmes étaient froides. Elle avait perdu sa jumelle, sa complice, la seule personne au monde qui connaissait toute la vérité. Elle se retrouvait seule avec leurs secrets, et ce poids était presque insupportable. Les années passèrent. Abigail vécut jusqu'à l'âge de 68 ans, devenant une vieille dame austère et crainte par sa famille. Ses enfants et petits-enfants ne comprenaient pas pourquoi elle était si dure, si fermée. Ils ne savaient pas qu'elle portait le poids de 2 meurtres et d'un abandon. Elle mourut en 1890 dans son sommeil, après avoir brûlé tous ses journaux personnels et toute correspondance avec sa sœur. Ces derniers mots, murmurés à une infirmière qui les comprit à peine, furent « Samuel, pardonne-moi. » Mais l'histoire ne se termina pas là.
Isaiah continua ses recherches, documentant méticuleusement les témoignages des anciens esclaves de Sweetwater Hall. Il écrivit tout dans un manuscrit qu'il cacha soigneusement, sachant qu'il était encore trop dangereux de publier de telles accusations de son vivant. Ce manuscrit passa à son fils, puis à son petit-fils, conservé comme un secret de famille, un témoignage de justice qui attendait son heure. En 1923, une partie de ce manuscrit fut publiée anonymement dans un petit journal local, sous forme d'histoire vraie, mais sans nommer directement les familles impliquées. Peu de gens y prêtèrent attention. Les terres où Samuel avait été enterré furent vendues et revendues au fil des décennies. Des maisons furent construites, démolies, reconstruites. En 1958, lors de travaux d'excavation pour une nouvelle fondation, des ouvriers découvrirent des ossements humains enterrés profondément dans la terre. L'analyse médico-légale détermina qu'il s'agissait d'un homme d'environ 25 ans, mort entre 1830 et 1850. Les os portaient des traces de traumatisme crânien et la position du squelette suggérait un enterrement précipité et irrégulier. Mais sans identification possible, sans contexte clair, les ossements furent simplement catalogués et stockés. Personne ne fit le lien avec un esclave disparu plus d'un siècle auparavant. Les ossements reposent encore aujourd'hui dans les archives du comté de Greene, étiquetés simplement « Reste non identifié » circa 1840. Quant à Margaret, la fille abandonnée, elle vécut une vie relativement heureuse dans l'ignorance de ses véritables origines. Ses descendants, dont Isaiah, prospérèrent. Certains devinrent des figures importantes dans les mouvements des droits civiques du XXe siècle. Ils ne surent jamais qu'ils portaient le sang des Caldwell dans leurs veines, qu'ils étaient les arrière-petits-enfants de planteurs qui avaient désespérément essayé d'effacer leur existence. Les descendants d'Abigail et de ses autres enfants vivent encore aujourd'hui en Alabama. Certains ont entendu des rumeurs familiales sur les jumelles Caldwell, des histoires étranges qu'on chuchote lors des réunions de famille, des histoires sur des secrets, des disparitions inexpliquées, une sœur morte trop jeune. Mais la vérité complète reste enfouie, éparpillée entre des archives détruites, des témoignages oubliés et des tombes anonymes. En 2015, un historien local effectuant des recherches sur l'esclavage dans le comté de Greene tomba sur le manuscrit d'Isaiah dans les archives d'une bibliothèque universitaire. Il fut intrigué par l'histoire, commença à vérifier les faits. Il trouva les registres de naissance montrant qu'Abigail et Constance avaient bien existé, qu'elles s'étaient mariées précipitamment en janvier 1844, qu'Abigail avait eu un fils en juillet et que Constance avait prétendument perdu un enfant le même mois. Il trouva l'annonce dans le journal concernant la disparition de Samuel. Il trouva même une référence à l'orphelinat Sainte-Catherine et à une mystérieuse Margaret. Mais il ne put jamais prouver le lien entre tous ces éléments. Trop de documents avaient été détruits, trop de témoins étaient morts depuis longtemps. L'histoire restait dans le domaine de la probabilité troublante, mais pas de la certitude absolue. Il publia un article académique sur le sujet, proposant prudemment que les jumelles Caldwell avaient peut-être été impliquées dans la disparition de Samuel et dans un abandon d'enfants. L'article fut lu par quelques spécialistes, mais n'attira pas l'attention du grand public, et ainsi l'histoire des sœurs jumelles d'Alabama demeure ce qu'elle a toujours été. Un secret à moitié révélé, une vérité à moitié enterrée, un crime presque parfait, commis il y a plus de 150 ans. Les acteurs principaux sont tous morts depuis longtemps. Samuel repose dans une tombe anonyme. Margaret a vécu et est morte sans jamais connaître la vérité. Abigail et Constance ont emporté leur confession dans la tombe. Mais les échos de cette histoire résonnent encore. Dans les registres fragmentés, dans les témoignages transmis de génération en génération, dans les ossements anonymes qui attendent toujours d'être identifiés. La vérité, comme les corps enterrés, a une façon de refuser de rester cachée pour toujours. Elle remonte, fragment par fragment, génération après génération, jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, assemble toutes les pièces du puzzle. Et maintenant, vous connaissez l'histoire.
Vous connaissez ce qui s'est probablement passé dans le comté de Greene, Alabama, entre 1841 et 1844. Vous connaissez le prix que 2 femmes étaient prêtes à payer pour protéger leur réputation. Vous connaissez les vies détruites, les mensonges accumulés, les secrets transmis comme un héritage empoisonné. La question qui demeure est celle que nous nous posons toujours face à de telles histoires. Est-ce que cela s'est vraiment passé exactement ainsi? Les détails sont-ils exacts ou romancés par le temps et les récits successifs? Nous ne le saurons probablement jamais avec une certitude absolue. Mais une chose est sûre, quelque chose de terrible s'est produit à Sweetwater Hall en 1843. Samuel a disparu sans laisser de traces. Un bébé a été abandonné à un orphelinat avec une somme d'argent suspecte. Et 2 sœurs jumelles ont vécu le reste de leur vie dans l'ombre de secrets qu'elles ne pouvaient partager avec personne. L'histoire officielle dit qu'un esclave s'est enfui et qu'un bébé est mort en bas âge. L'histoire officieuse, transmise à travers les générations d'anciens esclaves et leurs descendants, raconte une vérité bien plus sombre. Et quelque part entre ces 2 versions se trouve ce qui s'est réellement passé. Mais peut-être que la leçon la plus importante de cette histoire n'est pas de savoir exactement ce qui s'est passé, mais de comprendre ce dont les êtres humains sont capables quand ils ont un pouvoir absolu sur d'autres vies. Quand la peur de la honte sociale devient plus forte que la conscience morale, quand le silence est maintenu par des structures de pouvoir qui protègent certains et condamnent d'autres. Les sœurs jumelles d'Alabama ont partagé un homme, sont tombées enceintes et ont fait des choix qui ont détruit des vies. Leurs descendants vivent aujourd'hui sans connaître cette histoire. Les descendants de Samuel et de Margaret vivent également, portant en eux l'ADN de cette tragédie sans en connaître l'origine. Et dans un champ quelque part dans le comté de Greene, sous les maisons modernes et les pelouses bien entretenues, Samuel repose encore, attendant peut-être que quelqu'un découvre enfin sa tombe et dise son nom à haute voix après plus d'1 siècle et demi de silence. Vous venez d'entendre l'une des histoires les plus troublantes de l'Alabama d'avant-guerre. Croyez-vous que tout cela s'est vraiment passé? Que pensez-vous des choix faits par Abigail et Constance? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a bouleversé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres mystères sombres du passé. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les secrets enfouis de l'histoire. Car tant que ces histoires sont racontées, les vies perdues ne sont pas complètement oubliées. Samuel, Margaret et tous ceux dont les voix ont été réduites au silence méritent d'être entendus, même si ce n'est qu'à travers les échos déformés du temps.